Bonjour à tous, merci de votre écoute. Passons au sujet. L'aire à Ifondo, la ville principale du département de la Likuala, est imprégnée d'un sentiment d'excitation presque palpable. La foule borde les rues non pavées, leurs voix s'élevant en un chœur, cris, chants. Des banderoles à l'effigie du président Denis Sassou Nguesso flottent dans la brise humide. Pour un étranger, cette scène d'adoration jubilatoire pourrait sembler parfaitement normale. Une réception standard pour un chef d'État en visite. Pourtant, sous la surface de cette atmosphère festive se cache un paradoxe profond et troublant. Cette même région, aujourd'hui en proie à une joie frénétique, est un symbole de négligence profonde, un département apparemment oublié par le gouvernement central de Brazzaville pendant des décennies. Les mêmes personnes qui dansent et chantent sont celles qui vivent au quotidien les conséquences de cet abandon. C'est la Likuala, un vaste territoire reculé dans les confins septentrionaux de la République du Congo. C'est une terre d'immenses richesses naturelles. Pourtant, ses habitants endurent une réalité définie par ce qui leur manque. L'eau potable est un luxe pour beaucoup et l'électricité fiable est plus un rêve qu'une utilité quotidienne. Le système de santé est squelettique, avec des structures délabrées qui peinent à fournir les services les plus élémentaires. Le plus critique, le département est presque complètement coupé du reste du pays. Le manque de routes pavées rend les voyages une épreuve éreintante, souvent impossible, transformant effectivement la région en une île isolée au sein de sa propre nation. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue dans le magazine Le Batelier. Le Batelier, mesdames et messieurs, comme vous savez, c'est un espace de communication dédié au port, transport fluviaux et à la protection des écosystèmes aquatiques du bassin du fleuve Congo. Aujourd'hui, nous ne parlerons peut-être pas de la protection des écosystèmes du bassin du Congo, mais plutôt des conditions de voyage à bord des bateaux congolais. Sans plus tarder, je me rapproche des voyageurs pour leur demander leur appréciation sur les conditions de voyage dans les bateaux du Congo. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à bord du bateau Oifa où nous allons rencontrer une voyageuse, une cliente. Elle va nous décrire les conditions de voyage à bord des bateaux privés ou publics congolais. Bonjour madame. Bonjour. Vous devez vous présenter d'abord. Je suis madame Astrid. Madame Astrid. Madame Astrid, on voit ici dans le bateau, qu'est-ce que vous êtes, passagère? Je suis une commerçante, on peut dire, une débrouillard. Voilà. Alors, essayez un peu de nous parler des conditions de voyage à bord des bateaux congolais. Bon, on ne peut pas dire les bateaux congolais parce que le Congo n'a pas un bateau pour les voyageurs. C'est juste les privés. Nous avons juste 2 bateaux qui font la ligne Liranga. Il y a la ligne Makuchiporo qui n'a pas de bateau. Nous, à la ligne Liranga, on a juste 2 bateaux, mais les conditions ne sont pas vraiment favorables parce que c'est coincé. Il y a ceux de la RDC qu'on prend à Maluku, tout ça là. Bon, il faut se mélanger. Bon, avec la marchandise et des gens, bon, on essaie de faire ce que vous voyez comme les lits, ce qu'on appelle le lit. Il suffit d'avoir un lit comme ça. Vous voyez tout ce qu'il y a ici. Bon, il faut se coincer comme ça, il faut voyager comme ça. Pendant combien de jours? À l'aller, on quitte le samedi pour arriver peut-être le jeudi. Et le retour, on a juste 2 jours. On quitte le samedi pour arriver le mardi. Donc, durant les 2 jours ou les 3 jours, vous êtes coincé comme ça, poissons, bêtes. Poissons, tout ce que vous voyez là. Avec nos marchandises, nos sacs, tout ça, on est coincé comme ça. On a eu l'idée. Cet enclavement a paralysé son économie et approfondi le sentiment de déconnexion par rapport au progrès de la nation. Malgré ce tableau sombre, l'arrivée du président Sassou Nguesso le 24 février 2025 transforme la ville en un théâtre de soutien écrasant. Le président, qui est au pouvoir depuis la majeure partie de 4 décennies, a constamment reçu des scores astronomiques dans ce même département à chaque cycle électoral. Les habitants de la Likuala ont toujours remis leur vote, démontrant une loyauté apparemment inébranlable envers l'homme et son parti, le Parti congolais du travail, PCT. Ce soutien politique inébranlable, cependant, ne s'est jamais traduit par le développement promis. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les services publics de base, ils sont restés des promesses électorales répétées puis oubliées, cycle après cycle, laissant derrière eux une traînée de promesses non tenues.
La question centrale qui plane sur la célébration est donc aussi simple que profonde. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il tant de joie dans un endroit qui a eu si peu de raisons de célébrer? Comment une population si profondément consciente de sa propre marginalisation peut-elle accueillir le leader, même qui a présidé à des décennies de cette négligence, avec un tel enthousiasme débridé? Ces scènes de jubilation sont-elles une expression authentique d'espoir, ou sont-elles le résultat de quelque chose de plus complexe? Une réponse conditionnée née d'une longue histoire de clientélisme politique et d'un besoin désespéré de croire que cette fois, les choses pourraient enfin être différentes. Cet essai se penchera sur ce paradoxe, explorant les contradictions profondes qui définissent la relation entre la Likuala et le pouvoir central. Simplement parce que tout récemment, les notables de la Likuala se sont prononcés. La relation entre le département de la Likuala et le régime du président Sassou Nguesso est un exemple parfait de paradoxe politique. Elle remet en question notre compréhension conventionnelle du comportement des électeurs, où le soutien est généralement attendu en échange de bénéfices tangibles et de meilleures conditions de vie. Ici, c'est le contraire qui semble être vrai. Moins le gouvernement en fait, plus la loyauté semble inébranlable, du moins en apparence. Cette dynamique n'est pas nouvelle, c'est un schéma ancré dans le paysage politique congolais depuis des décennies. À l'approche de chaque élection, y compris celle prévue pour mars 2026, le cycle des promesses est renouvelé et la machine politique se remet en marche. Cette fois, la promesse est monumentale, le projet Corridor 13. Ce plan ambitieux d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars vise à construire une route de 1300 kilomètres reliant la République du Congo, la République centrafricaine et le Tchad. Pour la Likuala, ce n'est pas seulement une route, c'est une bouée de sauvetage. Cela représente la fin potentielle de son isolement paralysant, une porte d'entrée vers l'intégration économique et un signe concret que le gouvernement s'est enfin souvenu de son existence. Le président Sassou Nguesso est arrivé dans la région en tant que porteur de cette promesse transformative, lançant l'asphaltage d'une section clé et posant la première pierre d'un nouveau pont. Pour une population assoiffée de développement, un tel geste grandiose est voué à susciter un puissant sentiment d'espoir et de gratitude. Pourtant, cette poussée d'optimisme doit être replacée dans le contexte d'une expression de mécontentement très récente et presque explosive. Quelques mois auparavant, en novembre 2025, le tissu même de cette loyauté avait été étiré jusqu'à son point de rupture. Sous l'initiative du sénateur Georges Ballet, une réunion des anciens et notables de la Likuala a été convoquée. Ce fut un rare moment de catharsis publique où des décennies de frustration ont été exprimées ouvertement. Les anciens ont parlé de leur profonde déception face aux promesses non tenues et à la négligence systémique. La discussion fut houleuse et une idée radicale a gagné du terrain, un vote sanction. Une décision... Ce n'est pas notre obsession actuelle. Mais au regard de la manière dont ce pays est en train de se de se désagréger, même l'unité de la nation est mise en cause parce que les notables ont été clairs. Et ce qu'ils ont dit à travers ce que nous pouvons appeler une convention citoyenne. Ils ont dit ceci. Ce qui vont continuer, oui. Ce qui vont salir, oyo. Ma promesse, 9 promesses, ils ont listé. Ce qui, M. Denis Sassou Nguesso, a sali en côté, ayate, bon vandapuna. Balobeli Soussou. Ce qui vont continuer, oui. Bisso, tout qu'on a ma responsabilité, on va créer notre autonomie. Comme tous les gens considérés comme département congolais, tout qu'on crée autonomie dans Bisso. Ou tout qu'on kende na RCA, ou tout qu'on kende na RDC. Est-ce que vous voyez la gravité de la prise de conscience de ces notables? Basali Banamikete. Parce qu'ils sont malheureux de voir comment le département est en train de se détruire. Malheureux de voir comment ils sont en train de voir les enfants de ce département se détruire. D'où nous disons ceci. Attention. Parce que Bango Balobi n'a comme ya bana ya département. Et là, je cite un jeune frère à moi
Thomas. Thomas Gandoloba, il a commencé à parler depuis 3, 4, je sais pas, 3 ans. Un moment, oh, Ali Boma Lobakato. Mais non, Thomas, ce qu'il disait hier, il pointait le complot. Mais c'est les notables qui viennent de dire, il y a complot. Il y a banalité. De retirer leur soutien au président et à son parti lors des prochaines élections comme forme de protestation. Cet acte de défi a provoqué une onde de choc au sein de l'establishment politique. La machine du PCT a agi rapidement et silencieusement pour étouffer la rébellion. Des rapports ont fait état de mesures tacites visant à restreindre la circulation de certains politiciens au sein de la Likuala, réduisant au silence les voix dissidentes avant qu'elles ne puissent prendre de l'ampleur. La réponse de l'État a culminé dans un revirement remarquable. Les mêmes anciens qui avaient audacieusement déclaré leur intention de sanctionner le président ont été rapidement vus en train de présenter des excuses publiques, réaffirmant leur fidélité et dénonçant tout discours de sécession qui avait fait surface lors de leurs vifs débats. Cette capitulation soudaine soulève des questions troublantes sur les pressions exercées en coulisses et la véritable nature de la loyauté qui a suivi. Cela prépare le terrain pour la visite du président, la transformant d'une simple tournée politique en un acte soigneusement orchestré de réconciliation politique et de réaffirmation de l'autorité. Prenez le simple fait d'obtenir un verre d'eau potable. Pour une part significative de la population d'Ifondo et des villages, c'est une tâche quotidienne et ardue. Les familles dépendent de puits souvent contaminés où elles entreprennent de longs voyages jusqu'à la rivière, collectant une eau qui présente un risque constant de maladie. La promesse d'un approvisionnement en eau moderne a été un thème récurrent des campagnes. Pourtant, les robinets restent secs. L'obscurité qui enveloppe la Likuala après le coucher du soleil n'est pas poétique, c'est une réalité littérale et omniprésente. Une électricité fiable est un rêve lointain. L'approvisionnement électrique est sporadique, sujet à des coupures fréquentes et prolongées, paralysant. Les prix sont quand même abordables, mais les habits sont un peu chers parce que les commerçants, pour ces raisons que ils viennent d'acheter ces choses de loin. Le transport, c'est un peu dur parce que nous n'avons pas de moyens de transport. Un autre fait à souligner à Dongo, c'est l'incapacité des producteurs agro-pastoraux d'acheminer leurs produits vers les grands centres urbains du pays. La difficulté d'aller vendre les choses en dehors de Dongo, c'est le problème de l'occasion. Donc, il n'y a pas le moyen de transport ici. Quand vous quittez un Fondo pour venir ici, il y a seulement que 2 camions avec beaucoup de bananes. Tu vas amener ça comment? Dongo relié à Ifondo par la voie terrestre et à Brazzaville par la voie navigable, les populations souhaitent l'amélioration des conditions de transport afin que les produits locaux ne périssent plus sous l'œil impuissant des producteurs. Isant toute semblance de vie moderne. Sans électricité constante, les entreprises ne fonctionnent pas. Sans électricité, les étudiants ne peuvent pas étudier le soir. Sans électricité, les médicaments réfrigérés ne peuvent pas être stockés. C'est un contraste frappant entre le grand théâtre politique et la réalité sombre quotidienne. Au fil des ans, les habitants se sont habitués, développant une résilience née de la nécessité. Mais cette résilience n'est pas du contentement, c'est un mécanisme d'adaptation. Chaque promesse est accueillie avec espoir et scepticisme. Le souvenir des déceptions passées est tenace. Pourtant, le désir d'une vie meilleure pousse à croire encore. La caractéristique la plus frappante de l'abandon de la Likuala est son profond isolement physique. Le département est en réalité une île au sein de son propre pays, victime de ce qu'on appelle l'enclavement. Pendant la saison des pluies, les pistes de terre non pavées qui servent de route se transforment en rivières de boue impraticables, coupant des communautés entières pendant des semaines, voire des mois. Sans route, le commerce est gravement entravé. Les agriculteurs locaux ne peuvent pas transporter leurs marchandises vers les grands marchés. Inversement, le coût d'acheminement des biens essentiels dans la Likuala est exorbitant. Tout, du carburant et des matériaux de construction aux médicaments et aux produits manufacturés, est soumis à une forte majoration. L'accès à l'enseignement supérieur et aux opportunités d'emploi spécialisés est sévèrement restreint pour les jeunes de la Likuala, limitant leurs horizons et forçant beaucoup à partir s'ils veulent construire un avenir. La promesse du projet Corridor 13 touche au cœur même de ce problème qui dure depuis des décennies.
Ce n'est pas seulement une promesse d'asphalte et de pont, c'est une promesse de mettre fin à l'enclavement. Pour une population qui a défini son existence par son isolement, la vision d'une autoroute moderne, les reliant au reste du pays et au-delà, est presque messianique. L'état des soins de santé dans le département de la Likuala est peut-être la manifestation la plus tragique de son abandon. L'infrastructure n'est pas seulement inadéquate, elle est dans un état de délabrement avancé. Centres de santé et dispensaires, coquilles délabrées. Manque d'équipements de base, manque de médicaments essentiels, manque de personnel qualifié. On demande souvent aux patients d'acheter leurs propres fournitures, seringues, pansements, pharmacies privées, uniquement si on peut se le permettre. Chercher des soins implique un voyage long et ardu. Le seul recours, tenter le périlleux voyage vers Brazzaville. Le coût humain de cette défaillance est immense et personnel. Taux élevé de mortalité infantile. Taux élevé de mortalité maternelle. Vie perdue à cause du paludisme, de la typhoïde, des infections respiratoires. Chaque famille a l'histoire d'un être cher perdu trop tôt. Ces actes apportent un soulagement temporaire. Ils fonctionnent comme outil politique, évitant l'investissement et l'engagement à long terme nécessaires pour construire un système de santé véritablement fonctionnel. Le catalyseur fut le sénateur Georges Mungben de Balé. Sentant le pouls de ses électeurs, il jugea le silence intenable. Il convoqua une réunion audacieuse, pas d'opérateurs politiques, mais des autorités morales de la région, les anciens, les notables, les gardiens de la tradition. La réunion, tenue le 11 novembre 2025, n'était pas un rassemblement ni une manifestation politique. Elle fut présentée comme un conseil de sagesse. La réunion du 11 novembre s'est transformée en un forum de libération profonde et passionnée. Un par un, les anciens se sont levés pour parler avec le détail brut et douloureux de l'expérience vécue. Grandes annonces, routes qui n'ont jamais été construites, hôpitaux restés des plans. La honte de vivre dans un département riche, mais incapable de fournir de l'eau potable aux enfants. Mokunza ikulu azoki ba engagement atangia wa yalo kutate to pesi ba engagement wana na maboka papa sénateur akoma kuna soke salamite oyate parce que to lembi trop mikolo yose ka biso toujours les 100% soke do lobia muto akokufa pété et ça le ko ba ko boma ati na peu machine akubanda benzela mboto mona miso basali nzela so bilirwanga wa ekomeka ka banzetangana ekomoka nso be wapi toko yeba ko tizo kende te donc papa sénateur kende ko yebisa kende ba lobi boye engagement ozwa ko na batange kuna ba ko foto byango ba l'hôpital général ba médecin ba l'hôpital bon un disait comme pena ba pesa ceci. C'est mobile. C'est normal. Pour un projet de 4 000 habitants, ou 10 000 habitants, c'est ici. Non. Là, on dit, mais côté donc, c'est de quoi il ça boye. Tout tindio, tout si on va couper sur le yano, vous porte. Ce qui était, regardez. Mais il y a tapé. J'ai qu'à trois mois. Avant bon nana wa, et ok, ils ont fait le yano, le bac no oui. L'échange a été houleux. C'est dans cette atmosphère tendue que le concept de sanction électorale a émergé et a rapidement gagné du terrain. Une décision consciente et organisée de refuser leur voix au président Denis Sassou Nguesso lors des prochaines élections. La proposition était révolutionnaire. Ils ont publiquement déclaré que, compte tenu de l'état actuel des affaires, le président Sassou Nguesso ne serait pas le bienvenu dans leur région. La nouvelle de la révolte des anciens provoquant l'alarme au sein des plus hautes sphères du PCT. La réponse n'a pas été une confrontation publique, mais une contre-offensive silencieuse et méthodique. La première étape a été d'isoler le sénateur Georges Balé. Le 23 novembre, il a été officiellement convoqué pour une audition.
Le message était simple, dévier de la ligne a des conséquences. Le cas d'Anatole Limbongo Ngoka est un exemple frappant. Dans une démonstration de force décisive et publique, Anatole Limbongo Ngoka s'est vu explicitement interdire d'effectuer sa visite prévue et de retourner à Brazzaville. Le dernier acte d'ingénierie politique a été mis en marche. La tâche incombait au général de division Noël Léonard Essongo. Il devait obtenir non seulement une trêve, mais un revirement complet et public. Il leur aurait demandé de reconsidérer les conséquences et de réaffirmer l'inviolabilité des frontières de la République du Congo. À la demande du général de division Noël Léonard Essongo, ministre, chef de l'état-major particulier du président de la République, les sages et notabilités du département de la Likuala ont fait une analyse froide de la situation de crise par la démarche malencontreuse du vénérable Georges Balin Mbende en date du 11 novembre 2025. Conscient du désarroi qu'a pu susciter certains de leurs propos dans l'opinion nationale et internationale, les sages et notabilités du département de la Likuala présentent leurs excuses les plus déférentes à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, ainsi qu'à toute la communauté nationale. Renouvellent leur soutien indéfectible à Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Confirme le caractère pacifique des populations de la Likuala. Exprime leur attachement à la République ainsi qu'à l'intangibilité de ses frontières. La mission du général Essongo fut un succès retentissant. La révolte des sages ne s'est pas terminée par un coup de tonnerre, mais par une soumission publique soigneusement orchestrée. Dans leur déclaration publique, ils demandèrent formellement pardon au président Sassou Nguesso. Ils réaffirmèrent leur fidélité inébranlable au président, effaçant le souvenir de leur appel à un vote sanction. Leur capitulation fut une leçon sur les réalités du pouvoir en République du Congo. La résistance est futile. La voie était maintenant libre pour que le président Sassou Nguesso fasse sa grande entrée dans une région qui avait été préparée, pacifiée, prête à le recevoir avec l'enthousiasme et l'adoration requis. La révolte était officiellement morte. Le président Denis Sassou Nguesso est arrivé dans la Likuala en tant que sauveur triomphant, une figure paternelle magnanime venant en aide à son peuple. Il est venu porteur de la promesse ultime, le projet Corridor 13, une vision de transformation totale. Il a annoncé le lancement officiel de l'asphaltage de la section Ouesso-Pokola et la pose de la première pierre d'un nouveau pont sur la rivière Sanga. Ce sont des actions tangibles. Des clips vidéo ont montré des scènes de gens dansant, chantant les louanges du président et exprimant leur immense bonheur. Les habitants interrogés ont parlé d'un rêve devenu réalité. Cet élan de joie présente le paradoxe central. S'agit-il des mêmes personnes qui vivent sans eau ni électricité fiable? La réponse, bien sûr, est oui. La joie est réelle, mais elle naît du désespoir. Ce qui s'est déroulé n'était pas une simple série d'événements hasardeux, mais une stratégie politique méticuleusement exécutée, un coup de maître de théâtre politique. La mémoire du peuple est longue. Les habitants de la Likuala se souviennent des promesses précédentes de routes qui sont redevenues de la boue. Le fardeau de la preuve incombe désormais entièrement au président. Ici c'est chez lui et qu'il compte sur nous. Mais nous sommes là à l'aéroport, vous avez vu comment est-ce que nous avons tout fait pour mobiliser. Nous ne sommes pas allés dans les maisons pour prendre des gens, on a plutôt demandé aux gens, venez à l'aéroport pour recevoir le président de la République qui est un des fils de la Likuala. Je suis trop joyeux de recevoir le président de la République dans notre département. Nous tous, la jeunesse, la population d'Imfondo, on est là motivés pour recevoir notre président de la République jusqu'à nouvel ordre. Même la nuit, nous on est là. C'est un plaisir. Nous recevons le président pour toute la République. Au nom de la Likuala, nous en sommes enchantés. Sur le Sassou Nguesso et à son gouvernement, le succès ou l'échec du Corridor 13 sera le test ultime de la sincérité de ce régime. Et les célébrations s'estomperont.
Le véritable test de ce nouveau chapitre ne sera pas mesuré par le volume des acclamations, mais par les kilomètres d'asphalte posés et l'amélioration tangible de la vie des citoyens oubliés de ce département qui souffre depuis longtemps. L'avenir de la Likuala dépend de la capacité de son peuple à se souvenir.